Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans une des villes médiévales les mieux préservées de France. C'est Sarlat. Longtemps coupée du monde, presque cachée, elle a passé les siècles sans dommage au cœur d'une région à la fois secrète et authentique, le Périgord noir, dont Sarlat est d'ailleurs la superbe capitale. La région du Périgord correspond au département de la Dordogne, situé au sud-ouest de la France. Au sud-est de la région, le Périgord noir est délimité par deux rivières, la Dordogne et la Vézère. Le Périgord noir tire son nom des sombres forêts de châtaigniers et de chênes verts qui dominent son paysage et bordent ses rivières. Cette nature généreuse a d'ailleurs conquis l'homme depuis fort longtemps. L'histoire de la région remonte à l'homme de Cro-Magnon. De très nombreuses grottes préhistoriques en témoignent. La ville de Sarlat fut fondée au IXe siècle par des moines bénédictins et connaît très vite une grande prospérité. Sarlat, ville de riches marchands et de religieux, comptait déjà 6000 habitants au XIVe siècle pour 10 000 aujourd'hui. Dans la vieille ville de Sarlat, pas une référence à la modernité. Les rues, les places, les façades sont telles qu'elles étaient il y a 400 ans. Un patrimoine si riche que Sarlat est d'ailleurs la ville d'Europe qui a le plus de monuments historiques classés au kilomètre carré. Les petites rues sinueuses de Sarlat cachent de nombreux hôtels particuliers. Ces splendides bâtisses étaient la fierté des drapiers, enrichis par la culture du chanvre et du lin, particulièrement bien adaptés au climat du Périgord. Aujourd'hui, ce sont des produits régionaux beaucoup plus gourmands qui arrêtent les touristes en balade. Si les maisons aux pierres blondes nous apparaissent dans un tel état de conservation, c'est que Sarlat, déjà protégé par son accès difficile, fut le premier secteur sauvegardé de France. Pour restaurer la ville, on a rouvert les carrières en sommeil depuis des siècles et les artisans ont réappris à faire des toits en lauze, cet enchevêtrement de pierres plates spécifique à la région. Derrière la cathédrale se cache un étrange édifice du XIIe siècle, la Lanterne des Morts, dont l'origine reste aujourd'hui bien énigmatique. L'intense activité artisanale qui a forgé la renommée de Sarlat à travers les siècles est toujours très présente. Il y a des cas tellement plus graves que les vôtres. Merci beaucoup. Voilà un entracte bien sympathique avant de nous rendre sur l'un des lieux les plus connus de Sarlat, la maison de la Boétie. Merci, au revoir. Parmi les personnages illustres de Sarlat, Étienne de la Boétie est le tout premier. Nous avons rendez-vous devant la maison de son enfance avec Lydia Navarro. Bonjour Lydia. Bonjour Nathalie. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter la Boétie ? La Boétie, un enfant de Sarlat qui court dans ses rues jusqu'à l'âge de 7-8 ans et qui fera de brillantes études. Il apprend le droit à Orléans. Et puis là, il obtient une dérogation spéciale au Parlement de Bordeaux, rencontre son grand ami Montaigne et un homme qui est un libérateur qui déjà part sur de grandes idées de révolutionnaires avec donc la division entre celui qui est le sujet et celui qui est le seigneur. Un homme qui s'engage et qui affirme que le sujet a 2 yeux et 1 bouche pour s'exprimer comme le Seigneur. Voilà, et puis donc il est né dans cette maison où nous nous trouvons. Est-ce qu'elle a subi des modifications, cette maison, depuis l'époque de la Boétie ? La maison de la Boétie a subi quelques modifications, mais elle reste exactement dans l'architecture de l'époque du XVIe siècle.
Donc on la voit telle qu'il l'a connue. On la voit telle qu'il l'a connue. Et il a rencontré, enfin Montaigne est venu à Sarlat Alors, également. Montaigne et la Boétie se sont rencontrés en fait au Parlement de Bordeaux. Montaigne était lui à Périgueux et la cour des aides à Périgueux a fermé. Et il l'a rencontré en fait par l'intermédiaire de son papa, Pierre Ayquem, qui était le maire de Bordeaux. Et voilà comment s'est fait la rencontre. Mais ils vont se connaître 3 ans, puisque la Boétie meurt à l'âge de 33 ans, très jeune. Et c'est Montaigne qui a pris en fait le relais de tout ce qu'avait écrit la Boétie. Et Montaigne a cité cette jolie phrase de son ami: si on me presse de savoir pourquoi je l'aimais, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Les Périgourdins, amoureux de leur région, disent que le soleil donne ici une lumière d'or dont on ne se lasse jamais. Ils sont également très attachés à la Dordogne qui, tout près de Sarlat, offre ses eaux pures à bien des plaisirs. Particulièrement tranquille, la Dordogne peut se découvrir en bateau. Et c'est à bord d'une gabarre traditionnelle que nous accueille Monsieur Léger. Est-ce que la gabarre est un bateau typique du Périgord? Non, pas du tout. Des gabarres, on en a retrouvé notamment sur la Loire pour le transport des marchandises, comme sur la Dordogne. Et quelle est la spécificité de ce bateau? Eh bien, c'est surtout que c'est un bateau à fond plat pour éviter les hauts fonds de la rivière. Il servait à quoi ce bateau? À transporter des marchandises essentiellement, notamment du bois pour la tonnellerie bordelaise, des piquets de châtaigniers pour les vignes et les vins des pays des coteaux d'Aumois, de la région. Aujourd'hui, vous ne transportez plus de vignes sur ce bateau. Vous faites une visite sur la Dordogne? On fait une visite, oui. Les marchandises se sont arrêtées à peu près il y a 80 ans sur la Dordogne, le transport de marchandises. Et maintenant, on s'en sert pour promener les vacanciers que nous voyons ici dans la région. Et qu'est-ce qu'on voit le long de la visite? On a 7 châteaux sur le long de la visite. On passe devant 2 villages, notamment la Roque-Gajac, qui est un des plus beaux villages de France. Et c'est là notre point de départ d'ailleurs. Et on voit le château de Beynac, château de Marquessac, château de Castelnau, la Malartrie. Sur cette partie de la Dordogne, les bords sont en fait le long des falaises. Tout à fait. Alors c'est un pays assez vallonné, on a beaucoup de falaises. C'est la raison pour laquelle peut-être nous avons tous ces châteaux, puisque comme vous pouvez le voir, chaque falaise a un château à la cime ici. Et on a vraiment un point de vue privilégié sur les châteaux, vu de la gabarre. Ah, tout à fait, oui, on passe juste au pied de tous ces châteaux. Alors, la Dordogne, la vie était qu'au bord de la Dordogne autrefois. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait tous ces châteaux au bord de la Dordogne. Sarlat et ses environs offrent de nombreuses infrastructures d'hébergement, avec des campings et des hôtels dont les premiers prix sont très abordables. Un conseil, en période estivale, pensez à réserver. Nous sommes à quelques kilomètres de Sarlat, en pleine campagne, non loin de la Dordogne d'ailleurs, et nous nous sommes arrêtés à l'étrier de Vitrac. Alors Monsieur Bossou, vous allez nous expliquer où nous sommes exactement. Vous êtes actuellement dans une ferme équestre, qui est une exploitation agricole avec de l'élevage de chevaux, un centre équestre qui permet de monter à cheval, faire de la randonnée ou de l'initiation. Et le centre équestre comprend aussi un gîte d'étape et une partie camping. Donc ça se passe comment, un gîte d'étape? Un gîte d'étape permet aux randonneurs de passer une nuit agréable entre la Dordogne et la Vézère. Donc vous mettez à leur disposition une chambre et une cuisine, c'est ça? Voilà. C'est une cuisine commune et puis des chambres aménagées de 3 ou 4 personnes. Et ça coûte combien? Ça coûte de 40 à 50 francs la nuit. L'hiver, avec le chauffage, c'est un peu plus important. Et vous accueillez les campeurs également? Et il y a aussi des randonneurs qui préfèrent camper ou qui ont prévu du camping. Mais ce sont que des passionnés de chevaux, de toute façon. Naturellement. Le terroir périgourdin est parmi les plus généreux. C'est le paradis de la truffe et des cèpes, mais surtout du foie gras et du confidois, la spécialité de Monsieur Alain Germain, producteur fermier à quelques kilomètres de Sarlat. Monsieur Germain, quand commence-t-on à gaver une oie? On peut gaver une oie après l'avoir élevée pendant 4 mois en liberté, donc nous on les élève sous un verger de noyer. Et on va donc la gaver entre 17 et 24 jours.
avec des graines de maïs entiers. Quel aspect il doit avoir pour être vraiment Un beau? beau foie doit faire à peu près 700-800 grammes de poids pour un foie d'oie et avoir un aspect couleur maïs, c'est-à-dire jaune un petit peu blanc et très souple au toucher. Et comment se passe la fabrication ensuite? Alors, la fabrication des foie gras se fait donc après un acte de déveinage. Quand on a déveiné le foie, on va donc le saler, le poivrer et le mettre au frigo pendant 24 heures. Il existe le foie gras mi-cuit, cuit. Quand on n'y connaît pas grand-chose, comment on peut faire un bon choix en fait? Il existe deux façons donc de consommer donc le foie, soit un stérilisé, donc un foie qui a été cuit pendant 1 heure, enfin à 105 degrés de température pendant 1h15, et un foie qui est mi-cuit, donc cuit à 80 degrés de température pendant 50 minutes. Lequel est le meilleur? Bon, les deux sont très bons, mais un donc est très fin comme goût, le foie stérilisé, et le foie mi-cuit est plus goûteux, plus fort comme goût. On évolue aujourd'hui dans la fabrication du foie gras. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances? On évolue surtout sur une nouvelle façon de le consommer, qui est le foie poêlé. Ce foie gras donc, va être coupé en tranches. Le foie gras tel qu'il sort de l'animal? Tel qu'il sort de la bête, donc cru, et coupé en tranches d'1 cm d'épaisseur et cuit pendant 2 minutes. Saisi donc à la poêle pendant 2 minutes, salé, poivré et parfumé avec un petit peu de sucre, pommes, fruits, gros raisins. Et là, croyez-moi, il est vraiment difficile de résister. En raison de la forte affluence touristique de juillet et août, nous vous conseillons de visiter Sarlat et le Périgord noir en juin ou septembre. Les gourmands pourront savourer la gastronomie locale à des tarifs très raisonnables. Au départ de Paris, comptez 6h30 par les autoroutes A10 et A20. Par le train, il faut environ 7h30 car il n'y a pas de liaison ferroviaire directe qui relie Sarlat à Paris. Enfin, pour tout renseignement, adressez-vous à l'Office du tourisme de Sarlat. À l'image de Sarlat, qui a su préserver et mettre en valeur son patrimoine, 5 passionnés de vieilles automobiles ont créé dans la ville un musée à ne surtout pas manquer. 60 bolides, dont certains vraiment très rares, vous y attendent. C'est à bord de cette superbe Torpedo Sport de 1928 que je vous dis au revoir pour aujourd'hui. À très bientôt dans Grand Tourisme.